Mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour. Donc, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette invitation que j'ai acceptée avec plaisir, puisque d'emblée, dans la présentation qui m'a été faite de ces 2 jours de travail, c'était effectivement l'idée d'un séminaire. J'ai pas du tout hésité à venir contribuer à la réflexion de ce séminaire parce qu'en effet, un opérateur important comme vous l'êtes, qui se pose la question d'une réflexion qui consacre 2 jours de travail à une réflexion sur ce qu'on fait, ce qu'on va faire. Au moment où le champ de la santé mentale et de la psychiatrie est en pleine ébullition, paraissait un contexte favorable pour à la fois discuter, plutôt de mettre en relation les questions que vous vous posez, vos projections dans l'avenir, avec ce contexte très particulier de reprogrammation, de réformes importantes dans le champ de la santé mentale. Et c'est dans cette idée de venir présenter les grandes lignes de la fabrique des politiques publiques dans le champ de la santé mentale pour nourrir vos réflexions, que j'ai accepté de venir. Donc, j'ai pas du tout prévu une présentation exhaustive, ni de la feuille de route, ni de ces évolutions récentes, mais plutôt en présenter les grandes lignes, et pour laisser une large place à la discussion, puisque dans le brief qui m'a été fait pour cette rencontre, il paraissait important que je soulève au travers de ma présentation un certain nombre de points de doctrine, de réformes en cours de développement, et que cela suscite, cela ouvre à des discussions. Bon. Ça marche. Donc tout d'abord, ma présentation va naviguer autour quand même de quelques idées clés. La première, c'est qu'on est à un moment assez exceptionnel et particulier, paradoxal, j'ai envie de dire, dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie. Exceptionnel par les difficultés que le champ de la santé mentale et de la psychiatrie rencontrent. Et je ferai un petit détour par les effets de la crise Covid sur nos activités. Donc, un moment assez inédit de difficultés. Je fais en particulier référence aux questions de démographie soignante, démographie médicale, démographie paramédicale, un certain désamour qui se manifeste pour les activités hospitalières. Et en même temps, nous sommes dans une période d'engagement inédit, politique, financier, en faveur de ces domaines d'activité, la prévention, le soin, l'inclusion sociale. Inédit parce que depuis une vingtaine d'années, on n'a pas eu un engagement aussi clair, ni politique ni financier, en faveur de la reconnaissance de ces enjeux prioritaires de santé publique que sont la santé mentale et le soin aux personnes porteuses d'un handicap psychique. Et donc, on a le choix entre le désespoir, en disant les perspectives sont sombres et on va encore pendant quelques années rencontrer des difficultés structurelles très importantes, ou au contraire l'espoir, avec l'idée que ces réformes apportent quand même des réponses à ces difficultés que nous rencontrons dans la recherche d'une meilleure adéquation entre les besoins des publics que nous avons en charge et l'offre que nous portons. Alors cet engagement politique et financier, il nous donne quand même un cap avec des orientations fortes et des mesures concrètes sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir. Donc des orientations qui sont largement déterminées par les modes d'organisation orientés rétablissement. Ces réformes consacrent une entrée par les droits des patients, droits des familles, avec une mobilisation indispensable des aptitudes et des compétences des personnes concernées, et puis enfin une forte intégration entre les politiques de prévention, les politiques d'insertion sociale et les politiques de soins.
Alors le troisième élément saillant du message que je voudrais délivrer aujourd'hui concerne le succès de la mobilisation, et c'est finalement la première conclusion de ce deuxième Tour de France, parce que j'avais fait un premier Tour de France au moment de mes prises de fonction en fin 2019, début 2020. Et finalement, le premier message, qui est la première leçon qui ressort de ce deuxième Tour de France, c'est que ça bouge. Ça bouge au sein des ARS, ça bouge au sein des acteurs qui se sont fortement mobilisés en faveur de la mise au point des projets territoriaux de santé mentale. Et je trouve que c'est un élément, comment dirais-je, très positif et qui devrait justement apporter des réponses à ces difficultés structurelles que nous rencontrons. Et puis enfin, le quatrième message que je souhaite délivrer aujourd'hui dans ma présentation, c'est une attention aux réformes qui sont en cours, réforme des organisations territoriales, réforme du mode de financement et réforme des autorisations qui doivent être conçues comme, et j'aurai l'occasion de l'illustrer et d'en discuter avec vous pendant la séance de discussion, qui sont conçues comme étant au service de ces réorganisations territoriales visant à améliorer l'inadéquation qu'il y a entre les besoins et l'offre. Alors, très rapidement sur la feuille de route santé mentale et psychiatrie, et pour ne pas vous assommer avec une liste d'actions qui sont décrites dans cette feuille de route, je vous renvoie à deux documents de référence. Le bilan qui a été fait en 2022 de l'état d'avancement de la feuille de route enrichi des mesures des assises. Donc aux 37 actions initiales ont été rajoutées une trentaine d'actions qui ont été arbitrées favorablement au moment des assises de la santé mentale et de la psychiatrie. Et vous avez sur le site du ministère de la Santé et de la Prévention un document très complet qui, action par action, décrit l'état d'avancement de ces actions de la feuille de route. Et puis il y a un deuxième document également très complet, très technique, mais très informatif, qui est le dossier de presse des assises de la santé mentale et de la psychiatrie, qui reprend en particulier ce qui a été programmé pour les 5 années qui viennent et qui guide aussi, à mon avis, les actions prioritaires, en tout cas les orientations prioritaires qui ont été décidées à ce moment-là. Donc j'ai indiqué que je ne serai pas trop long sur la feuille de route, mais je vais quand même en rappeler les grands principes directeurs. Donc la feuille de route promeut, cet ensemble de réformes promeut une approche holistique de la santé mentale avec une forte intégration des politiques de prévention, des politiques de soins et des politiques d'inclusion sociale. Comme je l'ai dit en introduction, consacre une entrée par les droits avec une lutte contre la stigmatisation. L'entrée par les droits, c'est aussi l'idée que chaque personne doit pouvoir avoir accès à des soins et des accompagnements de qualité dans le cadre d'un parcours coordonné, tous les mots sont importants, et mobilisant une pluralité d'acteurs au sein des territoires. Un parcours en santé mentale n'est pas qu'un parcours de soins, elle mobilise de très nombreux acteurs au chevet donc, de ces parcours en fonction des besoins énoncés par la personne elle-même. Voilà, et l'enjeu de l'inclusion sociale, l'enjeu de la participation sociale, l'enjeu de la citoyenneté, de l'accès au logement, de l'accès à la formation et au travail sont placés à un même niveau de priorité que les besoins de soins. Cette feuille de route, ce plan de réforme, prévoit aussi que cette déclinaison locale tienne compte des spécificités de chaque territoire et le projet territorial de santé mentale tel qu'il est conçu doit mobiliser d'autres acteurs au niveau des territoires, en particulier les élus au sein des conseils départementaux qui ont un rôle très important dans l'énoncé du besoin mais aussi dans la mise au point des réponses. Il y a un parti pris dans cette feuille de route et dans ce plan de réforme, c'est une priorité donnée au dispositif ambulatoire, au mode de prise en charge orienté rétablissement, et ce n'est pas une lubie, c'est fondé sur les données probantes et les données scientifiques dont on dispose pour dire que ces modes de prise en charge et d'accompagnement qui visent le rétablissement sont possibles.
Et donc avec une politique d'insertion dès le début du parcours et plus de manière séquentielle. D'abord on prévient, une fois qu'on est malade on soigne, et une fois qu'on a été soigné, on a accès au dispositif d'inclusion sociale. L'enjeu de l'inclusion sociale, l'enjeu de la citoyenneté se travaille dès le début du parcours. Une forte implication des usagers, des pairs aidants est également assumée dans ce plan de réforme. Ce plan de réforme tenait déjà compte en 2018, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, tient compte des enjeux en termes d'accès aux soins, et on sait qu'il y a un retard d'accès aux soins qui est un enjeu extrêmement important, un déterminant de parcours extrêmement important, et tient compte également de cette difficulté structurelle qui est identifiée maintenant depuis plusieurs années, à savoir que nous avons un gros creux de démographie médicale, et donc il va falloir trouver des organisations qui sont économes en moyens médicaux. J'ai parlé tout à l'heure des enjeux de l'inclusion sociale dès le début du parcours. C'est vrai également pour les politiques de prévention qui s'exercent avant l'entrée dans les soins, enfin qui s'exerçaient historiquement avant l'entrée dans les soins, alors qu'aujourd'hui on reconnaît l'absolue nécessité que ces politiques de prévention s'exercent tout au long du parcours. Un exemple que je cite souvent, c'est la prévention des addictions, et où on a des investissements importants en termes de politique de prévention des addictions en amont de l'entrée dans les parcours de soins sanitaires, et un relatif déficit de ces politiques de prévention dès lors que les patients sont entrés en parcours de soins. Donc il y a aussi une attention enfin, il faut aussi veiller à ce que ces politiques de prévention continuent à s'exercer tout au long du parcours. Voilà. La fabrique des politiques publiques ne peut pas être univoque. Elle reconnaît aussi l'existence de publics spécifiques qui doivent faire l'objet de mesures et de réponses spécifiques. Les personnes précaires, les personnes en parcours de migration, les jeunes de l'ASE, de la protection judiciaire, les détenus, les personnes âgées. À chaque fois, la déclinaison de ces grands principes connaît évidemment des spécificités en fonction de la population cible. Alors, les principaux leviers de la réforme, ou de ces réformes qui sont décrites dans la feuille de route, il a été reconnu, et c'est l'expérience qu'on en a fait d'ailleurs, que la voix des usagers, la voix des familles est extrêmement structurante et guide beaucoup la fabrique de ces politiques publiques. Un levier important, c'est évidemment la reconnaissance d'un retard de financement de ce secteur de santé mentale et de psychiatrie, et ça a été comment dirais-je, entériné par le président de la République lui-même, qui a reconnu ce retard d'investissement dans ces disciplines-là. L'engagement financier depuis le démarrage de cette feuille de route, il est significatif. Cela totalise 1,4 milliard d'euros sur les 4 premières années, et la programmation aux assises consacre 1,9 milliard d'euros pour la période 2022-2026. Évidemment, il y a deux manières de regarder ces chiffres, mais en tout cas, en termes d'engagement financier, c'est tout à fait inédit. Un levier important de la réforme, c'est aussi de fertiliser les dispositifs de première ligne, et en particulier la médecine générale, sur les enjeux de repérage précoce des situations de souffrance psychique qui peuvent être soit non spécifiques, soit au contraire les premières manifestations d'un trouble mental. Et c'est l'esprit du dispositif Mon Psy qui, introduit un nouveau paradigme qui est l'inclusion des psychologues libéraux dans le parcours de soins pris en charge par l'assurance maladie. Et ce n'est que la première étape d'une mobilisation de cette ressource indispensable au parcours en santé mentale. J'y reviendrai, mais les leviers, comme je l'ai dit en introduction, c'est aussi cette réforme du mode de financement et cette réforme des autorisations qui constituent des leviers de transformation et qui devraient soutenir cette conduite du changement dans l'offre de soins et l'offre d'accompagnement en santé mentale et en psychiatrie.
Je l'ai effleuré en introduction. Nous devons trouver des organisations qui soient économes en ressources médicales. Il va falloir donc organiser des délégations, enfin monter en compétence d'un certain nombre d'autres professionnels, psychologues, infirmiers et autres, et organiser des délégations de tâches à ces professionnels. Et c'est l'idée du développement de la pratique avancée infirmière, laquelle pratique avancée infirmière en santé mentale bénéficie d'un soutien tout à fait spécifique qui, là encore, a été arbitré favorablement au moment des assises. Ces réformes, elles mobilisent beaucoup les ressources territoriales, donc un aspect important de la mise en œuvre de ces réformes est à la main des acteurs des territoires, au plus près des besoins spécifiques de chaque territoire. Et puis il y a aussi des réformes qui sont portées nationalement. La stratégie multimodale de prévention du suicide avec le dispositif Vigilance et le 3114, le réseau national des centres psychotrauma, et puis les appels à projets, innovation organisationnelle en psychiatrie et pédopsie, qui sont le carburant, j'ai envie de dire, de ces projets innovants mis au point par les groupes des projets territoriaux de santé mentale. Alors un petit détour par la crise Covid, parce que cette crise Covid, elle a été riche d'enseignements et cela aussi nous guide ou en tout cas nous a éclairé sur des questions de méthode dans la conduite du changement, puisque le déploiement de ces réformes et l'accompagnement du changement posent d'abord et avant tout des questions de méthode. Alors la crise Covid, elle a été quadruplement révélatrice d'une évidence qui est que la santé psychique et la santé somatique sont indissociables, mais aussi comme cause, et on a vu combien le soutien psychologique ou la prise en compte de l'impact psychologique des soignants qui étaient en première ligne pour la gestion de cette crise était absolument déterminante. Révélatrice de la vulnérabilité de la population française, et on a vu les indicateurs d'anxiété, de dépression, de troubles du sommeil, d'addiction se dégrader en population générale. Révélatrice aussi de la vulnérabilité de notre système de soins, et de ce point de vue-là, l'offre en psychiatrie n'a rien de très spécifique par rapport à la révélation de cette fragilité de notre système de soins hospitalier et libéral. Et puis enfin, mais aussi, et c'est peut-être un enseignement important, mais aussi révélatrice des capacités de résilience de ce monde soignant et de ces établissements de soins. Je fais référence en particulier au recensement des innovations, ou en tout cas des réorganisations à marche forcée qui sont nées dans les établissements au moment dans les suites de la première vague, et où on a vu dans les équipes de soins, dans les équipes médico-sociales, dans les services sociaux, pas mal de créativité ou de capacité à s'adapter à cette situation totalement inédite. Donc des éléments de résilience sont là et peuvent être convoqués quand il s'agit de conduire le changement ou de déployer des réformes. Alors, cette crise Covid, elle a eu plusieurs effets bénéfiques. D'abord, je pense que les enjeux en termes de santé mentale sont aujourd'hui beaucoup mieux reconnus par la population générale, par les décideurs politiques, par les responsables institutionnels. Et même si la feuille de route, le déploiement de la feuille de route a été sur certaines actions ralenti, certaines actions ont aussi été accélérées par cette situation de stress systémique que nous avons eu à connaître. Ça a été un moment assez opportun pour nous à la délégation. Enfin, quand je dis nous à la délégation, c'est au ministère de la Santé, les directions centrales et la délégation en charge des questions de santé mentale et de psychiatrie ont un peu surfé sur cette vague pour faire reconnaître à la fois le retard, les difficultés et l'impact, l'importance en termes de priorité de santé publique de ces questions de santé mentale et de psychiatrie. Et on a, alors qu'on n'était pas du tout prévu dans le paysage des travaux du Ségur au départ, on n'a pas eu trop de mal à inscrire des mesures en faveur de la santé mentale et de la psychiatrie. Et puis,
je pense que la révélation de cet impact populationnel et sur le système de soins a aussi présidé à la commande par le président de la République de ces assises de santé mentale et de psychiatrie, avec un certain nombre de mesures que je ne vais pas détailler, mais qui sont, mais je vous invite vraiment à balayer, passer en revue ce qui est décrit dans le dossier de presse, parce que ça donne aussi une idée très précise des orientations prioritaires qui ont été retenues dans le cadre de ce moment de programmation qu'ont été les assises. Et tout ça dans un contexte qui n'est pas que français. Et je dois témoigner, il se trouve que cette crise Covid a aussi été l'occasion pour la France de jouer un rôle important au niveau international dans cette mobilisation en faveur de la santé mentale. Paris a accueilli un sommet mondial sur les droits qui a été un grand succès et qui a finalement pérennisé ce rendez-vous annuel sur la santé mentale au niveau mondial. Et il y a eu également, au moment de la présidence française de l'Union européenne, plusieurs rendez-vous sur la santé mentale, et en particulier un événement sur la santé mentale des jeunes vulnérables européens, organisé par la France. Et donc, cette crise Covid a été l'occasion pour la France de jouer un rôle important dans cette mobilisation internationale en faveur de la santé mentale. Mais c'est l'occasion pour moi de témoigner aujourd'hui du fait que cette mobilisation en faveur de cette priorité, de ces priorités de santé publique, n'est pas du tout un phénomène français. On observe la même mobilisation et la même reconnaissance de ces enjeux au niveau mondial. Alors, feuille de route 2.0, point d'interrogation. Une nouvelle équipe ministérielle vient de s'installer. On est fort d'un bilan qui est assez contrasté, comme vous le voyez, des difficultés tout à fait inédites, mais aussi des chantiers qui ont bien avancé. Et les conditions me paraissent réunies pour une programmation ambitieuse dans la suite de ce bilan de 3 ans en faveur de la santé mentale et de la psychiatrie. C'est ça que je défends et que je vais vous présenter maintenant. Alors, un premier enjeu important, c'est la poursuite des travaux sur les projets territoriaux de santé mentale, qui est un outil d'intégration des différentes ressources d'un territoire au service de la construction de ces parcours. Et donc, un parcours en santé mentale, ce n'est pas seulement un parcours sanitaire, ça nécessite cette forte interaction entre les acteurs de prévention, les acteurs du soin, les acteurs de l'inclusion sociale. Et cette équation qui vise à articuler l'ensemble des acteurs ou offreurs de services en lien avec les besoins de la personne, c'est quelque chose qui ne peut pas c'est une équation qu'on ne peut pas concevoir au niveau national, mais c'est bien ça le succès des projets territoriaux de santé mentale, c'est d'avoir travaillé cette équation besoin-ressources, ou en tout cas besoin-projet, à l'échelle des besoins territoriaux tels qu'ils s'expriment au niveau local. Donc, c'est bien au niveau local que s'organisent ces articulations fonctionnelles entre le secteur sanitaire, médico-social, social, les conseils départementaux, l'éducation nationale, le travail, la justice. Et cette mobilisation, elle ne peut être conçue que à la main des acteurs locaux. Et on verra d'ailleurs que cette première génération de projets territoriaux de santé mentale a atteint ses objectifs de manière assez variable, d'où l'idée que d'autres générations, d'autres itérations dans la mise au point de ces projets territoriaux de santé mentale sont à l'ordre du jour des mois et des années qui viennent. C'est ce qui a présidé à la mise en place et au financement des coordonnateurs de projets territoriaux de santé mentale. La quasi-totalité des projets territoriaux de santé mentale sont aujourd'hui dotés d'un coordonnateur pour travailler justement à la fois la mise en œuvre, pour accompagner, soutenir et coordonner la mise en œuvre des actions qui ont été prévues dans le cadre de cette première génération de projets territoriaux de santé mentale, mais aussi
poursuivre les travaux d'intégration de ces différents acteurs convoqués au chevet des parcours en santé mentale. Donc, j'ai l'habitude de dire que le PTSM est un objet vivant. On a aujourd'hui une première série 104 PTSM qui sont stabilisés, qui sont à 80% contractualisés avec les ARS, avec les ARS et les acteurs parties prenantes de ces PTSM. Mais c'est un objet vivant au sens où des itérations, des évolutions, des avenants vont être nécessaires pour poursuivre ce travail d'intégration et peaufiner les parcours tels qu'ils sont décrits dans cette première génération. Donc voilà, et finalement, ce qui a été le plus difficile dans beaucoup de projets territoriaux de santé mentale, c'est d'arriver à avoir l'exhaustivité des acteurs autour de la table, d'où l'idée de poursuivre ces travaux. Un deuxième enjeu important, c'est cette réforme qui va se déployer. Les décrets vont être publiés très très prochainement, dans les jours ou plus tard dans les semaines qui viennent, pour décrire finalement l'enjeu contenu dans cette réforme des autorisations en psychiatrie. Alors avant de vous donner les grandes lignes, parce que je ne vais évidemment pas rentrer dans le détail, puisque là encore, cette déclinaison, ce déploiement de cette réforme des autorisations va trouver une incarnation en fonction des caractéristiques de chaque territoire. Mais avant de rentrer dans les grands principes de cette réforme des autorisations, je voudrais rappeler ce qui a guidé cette réforme des autorisations. Et en fait, ça nous vient des besoins exprimés par les personnes concernées et par les familles. Et on peut résumer en 6 grandes fonctions les attentes des patients et des familles. Le premier objectif auquel doit répondre cet ensemble de réformes, et en particulier la réforme des autorisations, c'est le déploiement des politiques de santé mentale dans la communauté, et en particulier la mobilisation d'acteurs communautaires dans les actions de prévention et d'inclusion sociale. La deuxième grande fonction, c'est la réponse aux situations urgentes, avec un ensemble de dispositifs qui doivent être conçus comme limitant le recours à l'hospitalisation. Ça, c'est une demande très forte et c'est un manque qui est aujourd'hui bien identifié par les patients et par les familles qui trouvent que la réponse aux situations d'urgence est trop souvent hospitalière, alors même qu'on connaît des modes d'organisation qui permettent de prévenir le recours aux urgences et le recours aux hospitalisations, et donc aux soins sans consentement, etc. Ce sont les équipes mobiles de crise et enfin un ensemble de dispositifs de crise qui sont conçus comme des alternatives à l'hospitalisation. La troisième demande forte, c'est que les organisations, les réorganisations intègrent, importent cette doctrine du rétablissement et que les organisations qui soient proposées soient celles qui visent justement, c'est celles qui sont proposées par la réhabilitation psychosociale et qui visent le rétablissement, qui consacrent l'entrée par les droits au sens où finalement le premier élément de cette démarche-là, c'est l'énoncé des besoins par la personne elle-même, dont on doit déduire le programme personnalisé de prise en charge et d'accompagnement. La quatrième demande, attente importante des patients et des familles, c'est l'accès aux soins physiques, aux soins somatiques. Et là, il y a aussi un enjeu de droit, puisqu'aujourd'hui, le renoncement aux soins somatiques, la mauvaise santé somatique, les politiques de prévention des comorbidités somatiques des personnes porteuses d'une pathologie psychiatrique souffrent d'un manque. En tout cas, il y a des phénomènes de renoncement aux soins, de stigmatisation de ces patients qui font que leur accès aux soins somatiques, en ambulatoire comme à l'hôpital, est moins bon. La cinquième attente importante, et c'est aussi un dispositif de prévention du retour à l'hôpital, c'est les dispositifs d'accompagnement dans la cité,
On pense, alors la figure emblématique de ces dispositifs mobiles et de suivi dans le lieu de vie, c'est un logement d'abord, enfin Housing First, où des patients très vulnérables, très précaires, sont installés dans un logement et suivis par des équipes sanitaires et médico-sociales. Et cela constitue des dispositifs d'accès aux droits et de prévention recours à l'hôpital. Pas toujours, mais en tout cas, c'est quand même ça la marque cardinale de ce dispositif. Mais plus généralement, les patients et les familles identifient cet enjeu du suivi après rétablissement, enfin après la sortie de l'hôpital, comme un enjeu extrêmement important dans ce chemin vers le rétablissement. Et puis enfin, mais ça évidemment, les patients et les familles n'en ont pas le monopole, mais ils appellent de leur vœu des stratégies, enfin un engagement très clair en faveur de l'évaluation et du développement des innovations dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie. Alors, quelles sont les grandes lignes de cette réforme des hospitalisations? Donc là, on rentre dans un aspect un peu plus technique. Cette réforme des autorisations prévoit 3 grandes mentions: la mention psychiatrie adulte, psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et périnatologie. Dans un territoire donné, l'ensemble de l'offre, hospitalisation complète, hospitalisation partielle, ambulatoire et prise en charge domicile, doivent être organisées. En tout cas, les organisations collectives qui résulteront de ce nouveau régime des autorisations doivent offrir à chaque personne qui en a besoin l'ensemble de l'offre. Le titulaire de l'autorisation permet, soit sur site, soit par convention avec un autre titulaire, une prise en charge des patients sous ces différentes formes. Donc soit le titulaire de l'autorisation est un offreur de l'ensemble, soit il organise l'ensemble de l'offre en partenariat avec d'autres titulaires de l'autorisation. Et puis, il y a le cas particulier des titulaires d'autorisation qui ne sont pas sectorisés, et eux contribuent aussi à la mise en œuvre de ces parcours de soins en partenariat, et ça fera l'objet de conventions visées par l'ARS, avec l'établissement qui est porteur de l'autorisation de secteur. Donc ça, c'est la description un peu générale. Donc, ce qui est dit également dans ces décrets, c'est que le titulaire de l'autorisation organise ses partenariats et organise son offre en cohérence avec le PTSM. Alors ça, c'est une notion intéressante parce que le PTSM, c'est un outil de démocratie sanitaire. Tout le monde y a participé, mais cela doit structurer, on le verra plus tard, que le corollaire l'effet de bord produit par les PTSM, c'est qu'ils vont nourrir les PRS. Mais ce qui est intéressant, c'est que le projet territorial de santé mentale, qui a été élaboré à la main des acteurs, est reconnu comme un élément structurant du régime d'autorisation. Donc le titulaire de l'organisation exerce son activité en cohérence avec le PTSM, organise l'accès aux soins non programmés. C'est aussi une responsabilité du titulaire de l'autorisation de veiller à comment s'organise l'offre non programmée. Assure les soins ambulatoires, puisqu'on a donné une priorité aux soins ambulatoires, c'est une notion extrêmement importante, là encore, soit sur site, soit par convention. L'autre mission très importante qui est assignée au titulaire de l'autorisation au pluriel, c'est d'organiser les dispositifs de prévention, d'accueil et de prise en charge de la crise, comme étant tout à fait central dans les enjeux de parcours. Un mot sur la réforme du financement de la psychiatrie. Et peut-être il y a parmi vous certains qui avaient des attentes importantes et ils vont être déçus parce que je n'arrive pas avec une boîte à outils très opérationnelle sur la réforme du mode de financement. Et je vais m'en expliquer. Il n'est pas possible de faire une présentation synthétique, opérationnelle, sur le déploiement de la réforme du mode de financement. Et là encore, le Tour de France que je viens de terminer a montré combien la déclinaison locale de cette réforme très complexe, très technique, mais dont nous attendons beaucoup, est importante.
des territoires comme la Corse où 60% de l'offre est portée par le privé, l'Occitanie, enfin bon bref, il n'y a pas deux territoires identiques et ça va être un travail d'horloger que la mise au point de cette réforme du mode de financement dans chacun des territoires. Donc je ne peux qu'en énoncer les grands principes. Et puis après, s'il y a des questions, je m'efforcerai d'y répondre, même si je ne suis pas du tout un grand spécialiste de cette réforme-là. Donc rappelons quand même, même si ce sera un atterrissage compliqué, qui va demander beaucoup d'efforts, c'est une réforme qui est extrêmement importante et dont je dirais la mise au point va prendre quelques années. Et donc on a prévu au ministère un accompagnement dans la durée on sait que des ajustements par itération successive seront nécessaires. Mais elle est très importante parce qu'il était devenu indispensable de corriger les inégalités territoriales et à l'intérieur des territoires, les inégalités interétablissements. Donc il fallait mettre à la main des ARS un outil de pilotage financier des établissements. Il faut quand même rappeler qu'avant cette réforme, il n'y avait pas de dialogue de gestion entre le ministère et les ARS et pas de dialogue de gestion entre les ARS et les établissements. Il y avait une espèce de ronronnement tranquille. On appuyait sur le bouton tous les ans avec un petit pourcentage d'augmentation ou de variabilité. On reconduisait la dotation annuelle de fonctionnement, ce qui est un modèle financier extrêmement anesthésiant et qui a fait apparaître, ça c'est un problème plus structurel, des inégalités territoriales extrêmement importantes. Donc mettre à la main des ARS un outil de pilotage financier était extrêmement important. L'idée aussi, c'était de rassembler sous un même modèle financier le secteur sous DAF et le secteur sous prix de journée. L'ambition de cette réforme du mode de financement, c'est d'encourager, de faciliter les coopérations entre établissements d'une part et avec la médecine de ville d'autre part et avec le secteur médico-social. Autrement dit, il y a une partie du secteur médico-social qui sera embarquée par certains aspects de cette réforme. On souhaite à cette occasion-là proposer un modèle financier qui soit incitatif à l'émergence de nouvelles activités et d'innovation et incitatif aussi aux activités d'évaluation et de recherche, incitatif à la qualité. Donc le nouveau modèle financier incite aussi à un engagement en faveur de la qualité des soins, de l'évaluation de la qualité des soins. Et puis enfin, c'est un modèle financier qui est cohérent avec la doctrine de la feuille de route qui souhaite donner une priorité à l'ambulatoire. Et effectivement, la valorisation qui est prévue dans le cadre de cette réforme des activités ambulatoires et en particulier des activités ambulatoires intensives est retrouvée dans ces modèles financiers. Et c'est particulièrement vrai pour la pédopsychiatrie qui prévoit des modes de valorisation très, très importants pour les activités de pédopsie. Alors, de tout cela résulte la réforme des autorisations, la réforme du mode de financement, la réforme des organisations territoriales avec cette première génération de projets territoriaux de santé mentale et les perspectives ouvertes par la poursuite des travaux au niveau des territoires, enfin au sein de chaque projet territorial de santé mentale, finalement consacre des changements profonds dans les paradigmes et c'est peut-être ça qui doit vous guider dans la programmation de la suite pour votre association, pour les activités de votre association. Je dois dire d'ailleurs que, vous l'avez compris, cet enjeu de l'articulation entre les différents secteurs, secteur sanitaire, secteur médico-social, secteur social, c'est intéressant. Enfin, en tout cas, l'association hospitalière Sainte-Marie paraît un laboratoire intéressant pour travailler ces questions d'articulation, qui est finalement la chose la plus difficile à mettre en œuvre, cette continuité de parcours, ce mode de coopération entre les acteurs de différents secteurs. Et peut-être que là, vous aurez des
des organisations pionnières, des organisations qui vont inspirer les autres, parce que de ce Tour de France, on peut retenir aussi cette difficulté à trouver ces articulations dans ces approches multisectorielles. Donc, des changements profonds de paradigme au niveau de ces principes. Donc, on consacre une approche par parcours. Et j'espère vous avoir convaincu que, et en termes de doctrine et en termes de levier, on est bien sur une conception de parcours en lien direct avec les besoins énoncés par les personnes concernées elles-mêmes, et avec une ambition qui est d'offrir la possibilité d'un rétablissement aux personnes concernées par une situation de handicap psychique. Dans les leviers, et finalement ça a été confirmé avec l'installation de ce nouveau ministère de la Santé, qui s'appelle maintenant ministère de la Santé et de la Prévention, un rattrapage prévu dans les politiques de prévention qu'accusait la France, donc une politique de prévention ambitieuse dans le champ de la santé mentale, qui vise à agir sur les déterminants de santé mentale. Et donc au niveau des leviers, donc j'insiste encore une fois sur ces 3 grandes réformes qui doivent nous offrir des leviers pour conduire le changement dans nos organisations. Je considère que ce chemin ouvert par le dispositif MonPsy, c'est-à-dire cette première étape de l'intégration des psychologues dans les parcours de soins pris en charge par l'assurance maladie, font aussi partie des leviers qui vont contribuer à mobiliser plus largement, et notamment les acteurs de première ligne. Et on voit combien ce dispositif MonPsy est aujourd'hui regardé avec envie. Pas plus tard qu'hier, j'étais interrogé sur la question des souffrances psychiques que développent les femmes qui ont eu une interruption volontaire de grossesse ou une fausse couche. Eh bien, on ne va pas mettre au point un dispositif spécifique. Le dispositif MonPsy est accessible pour une prise en charge par l'assurance maladie, sans emboliser les dispositifs de psychiatrie, qui ne sont d'ailleurs pas une réponse adaptée à ce genre de situation. Les personnes endeuillées, même chose. Donc, un ensemble de services qui vont pouvoir être rendus par ce binôme médecin généraliste-psychologue et qui est amené, je l'espère, à bien se développer. Je voudrais terminer par les priorités que je porte au sein du ministère de la Santé. Je dois vous dire que c'est ma version de la programmation de la suite. Ça n'a pas du tout été validé par la nouvelle équipe ministérielle. Donc la feuille de route santé mentale aujourd'hui est pilotée par 2 ministres, puisque le pôle santé a été donc confié à François Braun, et le pôle solidarité autonomie à Jean-Christophe Combes. Donc ce ne sont que les orientations prioritaires que je porte, qui leur ont été présentées, mais qui n'ont pas encore, pour leur ensemble, fait l'objet d'une commande claire. Mais enfin, il faut rappeler qu'ils sont en phase d'installation, qu'aujourd'hui tous les esprits et toutes les énergies sont centrées sur le Conseil national de la refondation. À l'intérieur de ces travaux s'organise la consultation des parties prenantes sur les questions de santé, et je pense que ce sont ces grands comités qui accoucheront des priorités en termes de santé, et on verra si on retrouve un certain nombre de priorités énoncées par la délégation sur la suite du déploiement de cette feuille de route santé mentale et psychiatrie. Bon, il y a un premier sujet évidemment prioritaire qui est par quel bout on prend et quelles sont les réponses que l'on peut apporter aux problèmes d'attractivité en psychiatrie. Il y a déjà des éléments qui se déploient avec un soutien financier des modes de coopération entre établissements universitaires et non universitaires, qui est un outil qui est en train d'être mis au point par la DGOS, et l'instruction devrait sortir prochainement, et qui est de nature
à installer des activités enseignement-recherche dans des établissements qui ne sont pas universitaires et contribuer ainsi à l'attractivité, en particulier à la fidélisation des jeunes psychiatres. Une deuxième mesure, c'est l'augmentation inédite des postes de titulaires hospitalo-universitaires pour accompagner cette démarche-là. Le passage du DES à 5 ans, qui n'a pas été une négociation facile, devrait faire reconnaître la richesse des parcours de formation en psychiatrie, psychiatrie de l'adulte, de l'enfant, de la personne âgée, la périnatalité, la psychiatrie légale. En tout cas, on avait besoin d'une 5e année, et je pense que c'est aussi comme ça qu'on peut faire le marketing de nos disciplines auprès des plus jeunes. Après, il y a d'autres mesures, notamment la sensibilisation à ces priorités de santé publique dès le 2e cycle des études médicales. Et de la communauté des médecins généralistes qui sont des leviers qui sont en train d'être mobilisés. Une deuxième priorité, je pense que c'est extrêmement important, la voix portée par les patients, la voix portée par les usagers est extrêmement structurante, à la fois pour l'engagement politique, mais aussi pour guider la mise au point des politiques publiques. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des marges de progrès pour structurer cette parole-là. Alors, il y a des communautés émergentes. La communauté des GEM, par exemple, prend beaucoup plus la parole aujourd'hui qu'elle ne le prenait il y a encore 2 ans. C'est très intéressant. Le soutien aux représentants des familles est encore assez inégal d'une ARS à une autre. Or, ils ont été partie prenante des travaux des PTSM et de manière avec une valeur ajoutée très importante. Donc, je pense qu'il faut qu'on identifie cet enjeu-là comme un enjeu prioritaire en soi. Là, nous attendons évidemment beaucoup de cette politique ambitieuse de prévention qui est dans l'agenda du nouveau ministre. Il faudra qu'on soit très attentif à ce qui nous est proposé dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie. La suite du déploiement de la feuille de route va se jouer dans les territoires et j'ai demandé un poste supplémentaire à la délégation qui soit dédié à l'accompagnement des territoires dans l'animation des coordonnateurs de projets territoriaux de santé mentale, tant je suis convaincu que ce travail d'intégration par itération successive de l'ensemble des acteurs qui sont convoqués au chevet des parcours de santé mentale est absolument crucial. Et puis cet accompagnement des territoires, elle va aussi servir à accompagner les ajustements nécessaires des 2 autres grandes réformes structurantes que sont la réforme des autorisations et la réforme du mode de financement. 5e grande priorité, rappeler que même s'il y a eu un engagement financier tout à fait inédit en faveur de la santé mentale et de la psychiatrie, même s'il y a cette politique de prévention en santé mentale qui est maintenant sur la rampe de lancement, rappeler que ces politiques prioritaires répondent à des enjeux de santé publique extrêmement importants et ces secteurs-là souffrent d'un retard d'investissement et en ligne avec les appels internationaux qui sont faits, l'investissement dans ce champ-là est un sujet en soi. Alors, on nous annonce des vaches maigres pour le prochain exercice du PLFSS, mais là encore, c'est les enseignements de ces dernières années nous donnent les arguments pour défendre quand même une poursuite de ces investissements. On a découvert au moment des assises qu'une mobilisation interministérielle était possible. On savait depuis longtemps qu'une politique, les politiques de santé mentale et de psychiatrie reposent en réalité sur des approches multisectorielles, la justice, l'intérieur, l'enseignement supérieur, l'éducation nationale, sont autant d'administrations qui sont mobilisées par la feuille de route que l'on déploie. Et on a vu au moment des assises un engagement
tout à fait inédit de l'éducation nationale, de l'agriculture, qui a mis au point un plan de prévention en santé mentale et de promotion du bien-être chez les agriculteurs très ambitieux et tout à fait en ligne avec la doctrine portée par la feuille de route santé mentale et psychiatrie. L'éducation nationale s'est engagée à développer les formations aux compétences psychosociales. Bref, ça aussi c'était inédit, puisque je peux témoigner du fait que mes efforts pour essayer de mobiliser les autres administrations n'ont pas été couronnés de succès jusqu'à ce moment convoqué par le président de la République, où finalement on a pu faire valoir que ces enjeux n'étaient pas, que ces questions de santé mentale et de psychiatrie n'étaient pas du tout le domaine réservé du ministère de la Santé. L'enjeu de la déstigmatisation de la discipline, déstigmatisation des patients, des familles, est un enjeu extrêmement important. Et on a vu pendant la crise Covid que des messages de communication pouvaient être utiles, très bien accueillis, et répondaient à des attentes d'ailleurs de la population générale sur ces sujets-là. Et donc il faut poursuivre à investir dans ces messages de prévention et de sensibilisation aux enjeux de la santé mentale. L'enjeu de l'évaluation est également extrêmement important. Alors, il y a plusieurs aspects là-dedans. D'abord, être en capacité de recenser les innovations qui sont nées. Il y en a de nombreuses. Ce deuxième Tour de France a montré à la fois combien les établissements étaient en difficulté, les équipes de terrain étaient en difficulté, mais aussi cette mobilisation sur des nouvelles organisations et des innovations probantes qui marchent. Et donc, il faut organiser le partage d'expériences sur ces innovations et sur ces bonnes pratiques. Et puis, un deuxième aspect, c'est le 9e point, c'est la mise au point d'indicateurs, être capable de raconter une histoire sur ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, on est particulièrement pauvre pour rendre compte à la fois de l'état d'avancement concret, c'est-à-dire des indicateurs de process. Nos réformes se déploient, mais aussi des indicateurs de résultats. Et on a des systèmes d'information qui sont, pour certains d'entre eux, très performants et pour d'autres, complètement obsolètes. Donc, la rénovation et la mise au point d'un système d'indicateurs, sans que ça prenne des années à mettre au point, est une attente importante. Organiser et soutenir la structuration de la recherche, c'est évidemment extrêmement important. C'est un carburant. J'entends la recherche au sens large, évaluer ses pratiques, évaluer des innovations, surfer sur la vague des innovations qui nous sont proposées soit par la littérature internationale, soit par nos voisins. C'est un carburant extrêmement important de mobilisation des équipes. Il y a un enjeu extrêmement important également dans le développement d'outils numériques en santé mentale. Donc ça, c'est un sujet que je porte particulièrement en ce moment, puisque au printemps dernier, nous avons eu un arbitrage favorable en faveur du comité de France 2030, en faveur d'un investissement spécifique dans le champ de la e-santé mentale, qui prendra la forme d'un grand défi avec une enveloppe financière importante qui n'est pas encore arbitrée, donc je n'ai pas de chiffres à vous donner, mais qui va permettre de programmer des investissements pluriannuels sur 3 ou 4 ans en faveur du numérique en santé mentale. Donc je dois rendre ma copie en fin septembre, début octobre. On connaîtra la somme et puis après il y a un enjeu important, c'est de trouver le support budgétaire pour le directeur de ce grand défi. Inclure, il y a un grand manque dans la feuille de route santé mentale et psychiatrie, c'est l'articulation avec la prise en charge des addictions, ce qui est tout à fait surprenant quand on sait que 50% des patients porteurs d'une pathologie psychiatrique connaissent à un moment ou à un autre de leur vie une comorbidité addictive. Et donc je pense que dans la programmation de la suite, il faudra, et en particulier dans les travaux des PTSM, il faudra être beaucoup plus insistant, ou en tout cas directif, sur la nécessité d'articuler ou de convoquer dans ces parcours de santé mentale les offreurs de soins et de prise en charge des addictions. Et puis enfin, puisqu'on a connu ce moment de mobilisation inédit au niveau international et que la France y a participé,
eh bien, je pense que, en tout cas, c'est ça que je défends auprès de mes deux ministres, c'est l'idée qu'il faut que la France continue à investir ce sujet-là au niveau international. Alors, ce n'est pas seulement la question de la visibilité de la France qui est en jeu, c'est que je pense qu'on peut tirer beaucoup d'inspiration dans les grands textes internationaux sur les politiques de prévention et de psychiatrie, et que l'importation au niveau dans nos politiques nationales de ces recommandations internationales est un enjeu extrêmement important. Autrement dit, il y a l'approche franco-française de nos réformes en disant écoutez, voilà, on connaît nos territoires, on connaît nos professionnels, on connaît nos établissements, et donc notre réforme, on va la faire à notre main. C'est aussi assez intéressant de voir ce qui se passe au niveau international et de voir comment nos réformes sont en ligne avec ces doctrines promues par les organismes internationaux, ONU et Organisation mondiale de la santé. Voilà ce que je voulais vous raconter, et je pense qu'il nous reste du temps pour un temps d'échange et de discussion. Je vous remercie de votre attention.